Je vois que Jean Rollin aime bien ce nouveau générique. Il tapote avec ses mains. Il est signé Mirways et on en est, nous, très heureux. Le thème de notre book club aujourd'hui, comment écrire les territoires, parler des femmes et des hommes qui les habitent, avec mon complice Sébastien Thème. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia. Et deux écrivains dans la ville. Jean Rollin, auteur de La traversée de Bondoufle chez POL, une traversée de l'Essonne à la recherche de la frontière entre ville et campagne, une marche à pied, un peu dans le prolongement de zones où vous aviez déjà sillonné la banlieue qui ceinture Paris. Vous écriviez comment des gens habitant dans un tel merdier, des jeunes en particulier, peuvent envisager la vie autrement que comme une foire d'empoigne et l'existence elle-même comme une véritable purge dont tout est bon pour faire passer le goût. Ce n'est pas complètement, mais un peu quand même, le propos du premier roman de Diati Diallo, notre deuxième invité. 2 secondes d'air qui brûlent et qui paraît au seuil. Un quartier, un parking, une fête, des bécanes qui grondent, empruntées au plus grand par des petits frères qui ont le rire et l'apostrophe facile, je vous cite, pour le jeu et pour le risque. Une galerie de personnages, il s'appelle Astor, il s'appelle Shérif, il s'appelle Issa. Ils sont aussi souvent petits ou moins grands, la cible de contrôle policier, trop régulier. Au début ça agace, souvent ça passe et puis parfois ça casse. Et quand ça casse, ça fait très mal. Bonjour Diati Diallo. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui et bonjour Jean Rollin. Bonjour. Sébastien Thème, je vous donne tout de suite la parole. Une question posée aux auditeurs et des réponses. Une question à choix multiples. On joue avec les nerfs des auditeurs, on joue avec vos nerfs aussi, peut-être d'être Diati Diallo et Jean Rollin. Une question donc à choix multiples autour de 3 auteurs, 3 villes et 3 romans. Thomas Mann et son court roman publié en 1912, c'était Mort à Venise. Venise, la ville sur l'eau qui un jour finira sous l'eau. Venise touchée par le choléra et où vont se rencontrer un écrivain et un adolescent. La deuxième destination, c'était Lisbonne, magnifiée par l'écrivain portugais Fernando Pessoa, notamment dans le livre de l'intranquillité, un livre fragmenté, où apparaît Lisbonne et ses dédales, enfin le Paris de Virginie Despentes, ou plutôt de son personnage de disquaire Vernon Subutex, dans sa saga en 3 tomes, publiée entre 2015 et 2017 chez Grasset, un héros qui déambule dans la capitale après avoir perdu son logement et sa boutique. Diati Diallo, vous choisirez quel livre, quelle ville, quel auteur, quelle autrice, quel roman? De ces 3-là ou... Oui, on va réduire à ces 3-là. Vernon Subutex, parce que j'ai pas lu les 2 autres déjà, pour être honnête. Je suis pas une grande lectrice, je suis un peu inculte. Par contre, j'ai lu les trois volets de Vernon Subutex. Et puis, pour une autre raison aussi, c'est que je suis parisienne, je ne connais que cette ville. J'ai un petit peu voyagé quand même, eu cette chance, mais pas très très loin. Et qu'est-ce qui vous rapproche de Virginie Despentes, si vous êtes proche? Son Paris ressemble à votre Paris? Je sais pas. En tout cas, j'ai reconnu des endroits, évidemment. C'était pas le premier texte de Virginie Despentes que je lisais. Je l'ai découvert avec son tout premier. Je peux dire que je suis une grande lectrice de cette personne. Je pense que Virginie, surtout, c'est quelqu'un qui aide à survivre. Qui aide à survivre l'époque et à survivre des traumas. Et Vernon Subutex, moi, ça a été une énorme claque pour moi littéraire parce que c'était la première fois que je découvrais quelqu'un qui, avec autant d'acuité, arrivait à faire parler des personnages tendres et puis des personnages horribles aussi. Est-ce que vous avez envie de ça, vous, Diati Diallo, d'être une écrivaine qui aide à survivre? J'ai écrit ce texte pour essayer, ouais, alors peut-être pas au point de Virginie quand même, mais en tout cas, oui, pour jouer se réapproprier notre image à nous, les corps dominés. Le nôtre, c'est ça. C'est vous, c'est eux, c'est les corps dominés. Exactement, ouais. C'était un peu ma tentative initiale, mon geste d'écriture, comme je l'appelle. Ouais. C'était ça la motivation, ouais, de... Pas la représentativité, pas ce genre de choses, mais plutôt de se dire, bon, à un moment donné, il nous faut des récits par nous, pour reprendre l'expression. Et voilà, cette histoire, c'est une tentative de nourrir un peu le champ de la littérature parmi d'autres arts. Qu'est-ce qui fait un corps dominé? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent corps dominé, puisque vous vous incluez dans ce nous, Diati Diallo? Des stigmates. C'est essentiellement des stigmates. Et puis, à partir de ces stigmates, donc c'est
critères qui nous définissent aux yeux d'un groupe dominant dans l'espace public, à partir de ces stigmates-là, il va y avoir des comportements à notre égard, voilà, plus ou moins problématiques. Donc ça peut être, il y a énormément de racisme invisibilisé, par exemple, invisible ou invisibilisé, dont je parle peu dans le texte. D'ailleurs, je me dis que si je l'écrivais aujourd'hui, je pense que je parlerais plus de ça que de violences policières. Et puis, il y a évidemment la partie la plus spectaculaire, entre guillemets, qui est le harcèlement policier de jeunes hommes, perçus comme hommes, en tout cas racisés, dans les quartiers populaires, mais pas que. Toute cette question aussi du maintien de l'ordre, parce que c'est une stratégie de maintien de l'ordre dans les quartiers. Mais c'est un roman, c'est un récit, et qui bat son plein avec un style très singulier qui est le vôtre. On vous rapproche formellement d'une Faiza Guène ou d'une Virginie Despentes qu'on évoquait, parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a de la nervosité, parce qu'il y a une langue aussi très vivante que vous employez dans ce premier roman. Vous saluez dans certains de vos entretiens une autre écrivaine qui s'appelle Cécile Ladjali, et qui a, elle, signé en 2007 un essai Mauvaise langue, publié au Seuil, votre maison d'édition, ou encore Illettré, où elle racontait la bataille d'un jeune homme, d'un jeune ouvrier pour apprendre à lire. Et elle disait, des illettrés, j'en ai rencontré partout. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui c'est quelque chose de rare. C'est un phénomène rare. Au contraire, il faut donner des mots, il faut donner aussi la possibilité d'écrire et de se raconter à chacun. Vous l'avez croisée, je crois, Cécile Ladjali, lors d'un master de création littéraire auquel vous avez participé, ou c'était dans d'autres... Non, du tout. Vous la connaissez comment ? C'était ma prof en seconde. C'était ma prof de français. Au lycée ? Au lycée, ouais, à Noisy-le-Grand. Et alors pourquoi elle a compté pour vous ? Parce que selon moi, en tout cas avec le recul, c'est une personne, dont je ne savais pas encore qu'elle était autrice d'ailleurs, qui savait nous parler, qui savait nous intéresser à la littérature. Elle a réussi par le truchement de la petite histoire, les love affairs entre tel et tel poète, ce genre de choses. Elle arrivait à saisir exactement notre intérêt d'ado et nous faire poursuivre plus loin, notamment dans la poésie. Moi, c'est elle qui m'a intéressée vraiment à la poésie, à Verlaine, à Rimbaud. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui ne faisait pas que cours. Elle aménageait aussi pas mal de choses tout autour de de son français. Elle aménageait des sorties, des choses pour étendre aussi la littérature à autre chose. Voilà, la force de croiser des professeurs qui, à un moment, peut-être aussi provoque, réveille ce déclic et vous donne le goût des mots. Comment on se choisit un style, une voix, Diati Diallo? Comment vous avez choisi celui qui donne ce tempo à ce premier roman, Deux secondaires qui brûlent? Vous avez beaucoup retravaillé vos phrases avant de trouver la voix qui allait être la vôtre? Deux choses. Il y a cette langue qui est la mienne, dans laquelle j'ai envie d'écrire. Par contre, effectivement, elle fonctionne à l'oral, mais pas forcément. Une fois écrite, il faut la retravailler pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle sonne, pour qu'elle claque. Et donc, c'est là le passage le plus intense, c'est de faire passer l'oralité à l'écrit, puis de le refaire passer à l'oral, puis de le refaire passer à l'écrit, puis à l'oral, puis à l'écrit. En fait, c'est un passage permanent entre deux oralités. Une oralité, la véritable, une fois écrite, qui sonne complètement cliché, qu'il faut repasser dans une forme d'oralité interne pour que, in fine, ça puisse peut-être sonner pour le lecteur ou la lectrice qui lira ces mots. Sébastien, tu avais une question. Oui, je voulais vous évoquer, vous utilisez le mot de tempo, Olivia. Il y a quelque chose qui est très fort dans votre livre, c'est la place de la musique, et notamment une musique des années 90. On entend un titre, on le lit, et on l'entend, un titre de Robin S., You Got to Show Me Love. Vous évoquez aussi Rowan Atkins ou Jeff Mills, c'est-à-dire la musique des années 90, et cette musique des années 90, elle nous amène évidemment aux États-Unis, et moi, elle m'a fait penser à l'affaire Rodney King, et à l'embrasement de Los Angeles dans les années 90, qui est un embrasement qui précède évidemment Black Lives Matter ici et aux États-Unis. Comment vous inscrivez dans ces années 90 et dans ce territoire américain? Alors, il s'est un peu imposé. La musique, globalement, s'est imposée dans le texte. Elle est arrivée comme ça, j'écrivais, puis il y avait des sons qui venaient, donc je les écrivais en même temps qu'ils venaient, en même temps que le reste. Et puis la techno, elle arrive à un autre endroit après. C'est d'abord le rap français qui a fait son entrée. Puis la techno, elle est arrivée avec la seconde partie, le personnage de Neil. Ouais, elle arrivait dans le parking, en fait, quand on rencontre Neil. Et au départ, c'était très instinctif. Et puis, à mesure que je voyais bien qu'elle restait, cette techno, je me suis mis à réétudier le mouvement, à redécouvrir effectivement comment il s'était fabriqué à Détroit, dans une ville qui était en proie à une faillite industrielle démente, une ville fantôme par endroits. À mesure que je redécouvrais le mouvement, je me suis dit, mais
purée, il y a tellement de connexions. Et c'est ça, quelque part, la diaspora aussi. C'est ces cultures qui circulent, mais c'est aussi ce tragique. C'est aussi cette destruction permanente des corps par leur surutilisation dans un monde ouvrier, par exemple, mais avant au temps de l'esclavage et après, voilà, c'est du pillage permanent en fait d'identité qu'on a envie de faire disparaître. Et la question policière, justement, s'il y a bien quelque chose qui relie la France et les États-Unis, c'est sa police. Vous écoutez quoi comme musique? C'est le genre de question que vos personnages se posent. Si on vous la retourne cette question-là, sur la musique que vous écoutiez, que vos parents écoutaient, sur ce que ça nous dit de vous. Bah, tout ça, en fait, alors peut-être pas de techno quand même, mais tout ça, en fait, Pas de techno pour les parents ou pas de techno pour vous? pour les parents. Pour les parents, et encore que, il y avait du archive quand même dans la discothèque de mon père, mais en fait, c'est la partie la plus personnelle de l'histoire, c'est la musique. Et toutes les morceaux qui sont inscrits dans la playlist sont des morceaux que j'écoute par ailleurs. Cette histoire, elle a tout de suite trouvé son décor, Diati Diallo. Est-ce que vous avez pensé puis écrit le quartier comme un décor de film ou comme un personnage à part entière de votre histoire? Les deux. J'ai commencé à écrire à partir d'espace. J'avais pas d'histoire. J'ai galéré à en trouver une d'ailleurs. Ça n'a pas été une mince affaire. Euh, donc oui, c'est ça. Les espaces, ce sont des personnages, à part entière. Le sous-sol, les sols, les toits. C'est pas simplement des espaces de déambulation. C'est des actions concrètes. C'est des histoires. Et, euh, et puis, je me souviens plus de comment je dois finir cette réponse. Comme vous voulez, vous pouvez improviser. Non, la place du quartier, la place de la ville dans votre écriture aussi. Est-ce qu'elle a servi simplement de support, d'appui, ou est-ce que vous aviez envie d'en faire vraiment un personnage de l'histoire, au Oui, c'est centre ça. de tout? C'est la question du cinéma, je me souviens, ça y est. Ouais. Oui, alors du coup, à partir du moment où j'ai trouvé une histoire, il a fallu la développer, la dérouler. Et effectivement, là, le cinéma, c'est le premier médium vers lequel je me suis tournée après la musique, c'est d'aller re-regarder des films. Et c'est vrai que quand... Alors non pas je fermais les yeux parce que c'est difficile d'écrire avec les yeux fermés, mais quand en tout cas je rentrais en moi pour me projeter, enfin me faire ces images mentales qui permettent ensuite d'avancer dans l'écriture, j'avais toujours en fait des plans, des plans séquences, des caméras, des choses très proches des personnages. Donc on est à la fois dans quelque chose de... Enfin, en tout cas, j'ai essayé que ça soit intérieur, mais aussi voilà, C'est des très choses qui avancent. cinématographique, Oui, exactement, avec cette idée du travelling. Alors, à la fois, il y a quelque chose de très visuel dans votre écriture, dans la place que vous donnez à ce quartier dans l'histoire, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est comment les lieux qu'on habite façonnent aussi les êtres, hein, et c'est ce qu'on comprend. Et ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas, et ce que l'écriture va révéler. Tous ces personnages que vous racontez, ces garçons notamment, ils sont aussi façonnés par le quartier qu'ils habitent. ils le connaissent par cœur. En fait, c'est un savoir ignoré qu'ils possèdent. C'est des cartographes de l'invisible. Et ils connaissent tous les raccourcis, tous les creux, tous les vides, toutes les friches. Ils connaissent tous les espaces où il est possible de se projeter justement en imaginaire. Et ça, ils le font. Ils rebaptisent les endroits. Ça s'appelle pas un pilier, ça s'appelle une barre de striptease. Ça Entre s'appelle autres. pas voilà, une pyramide, ça s'appelle une sortie. Enfin, Ouais, ils se réapproprient ces lieux qui sont parfois un peu anonymes aussi à première vue. Ces jeunes qui habitent le quartier, ils ont juste besoin d'agitation, un peu, écrivez-vous. Derrière les rires, on sent néanmoins qu'ils sont habités par un truc noir, un truc insondable. Mettre la lumière sur ces zones d'ombre, sur cet inconnu, c'est aussi ça qui a dicté pour vous cette envie ou cette urgence à écrire ce roman, 2 secondes d'air qui brûle. oui, bah, il y a des corps qui sont plus figés que d'autres par ceux qui les regardent. C'est-à-dire qu'il y a des corps qui ont droit à la légèreté, à l'amour, à plein de choses, et puis d'autres qu'on cantonne à. Donc à des rôles bien spécifiques que je ne vais pas développer ici parce qu'on les connaît. Et c'est le cas de mes personnages. Mais maintenant, un garçon qui s'appelle Samy, qui a 16 ans, il a les mêmes problèmes que tout le monde. Enfin, il a évidemment, si on est pauvre, on est pauvre. Si on est ci, on est ça. L'idée, c'est pas de s'affranchir de conditions qui sont bien réelles, mais simplement de dire à un moment donné, à 16 ans, on est amoureux, quoi. Fin. Oui, c'est pour ça que personne n'est qu'un corps finalement, hein. Vous parlez de ces corps, mais en fait, avec votre écriture, avec ce roman aussi, vous leur mettez des choses dans la tête, vous mettez des âmes à l'intérieur de ces corps. Il y avait donc cette envie-là aussi d'incarner ces corps dont vous parlez de manière un peu détachée presque, hein. Oui, mais pas pour comment dire.
j'avais pas à l'esprit de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vraiment mon geste, c'est pas de dire ces personnes-là sont des humains. Pas du tout. C'est vraiment de raconter des histoires de l'intérieur pour ceux et celles qui y vivent ou qui y ont vécu, comme moi. Avec une vérité qui est la vôtre et qui est celle qui fait vibrer aussi ce roman, 2 secondes d'air qui brûle, Diaty Diallo. On est en compagnie aussi de Jean Rollin avec nous. Ensemble, vous nous racontez l'un et l'autre comment vous avez choisi d'écrire un quartier, une ville et bien plus encore, des territoires que vous vous réappriez sous vos plumes. France Culture, il est 13h07. Et on retrouve pour une nouvelle tête de chapitre un thème, Sébastien Thème. Oui, avec l'écrivain Pierre Lemaitre Frigoncourt, un écrivain qui accueille la contradiction et surtout ses propres contradictions avec beaucoup d'humour, vous allez l'entendre. Après un voyage en train hier, aujourd'hui épisode 3, décollage pour Prague. Ce matin, j'en suis où ? Oui, Prague. Une partie de mon prochain roman se déroulera là-bas, au début des années 60. Je vais aller y faire quelques repérages, j'y resterai 3 ou 4 jours. Après les 20 heures de train pour Milan, aller-retour, cette fois je me suis fait violence, j'irai à Prague en avion. Je suis vertueux, mais 1 fois sur 2. Bon, je sais, c'est pas très glorieux. Mais c'est d'autant plus bête que je me déplace rarement dans les endroits où se situe l'action de mes romans. En fait, j'en ai jamais eu vraiment besoin. Mon travail repose sur l'illusion romanesque et pas sur l'exactitude documentaire. Jules Verne n'a pas été un très grand voyageur, et puis ce roman, je trouve, fonctionne plutôt pas mal pour leur époque. C'est très difficile d'ailleurs de dire pourquoi j'ai réussi à me dispenser d'un déplacement au Vietnam pour peindre un petit morceau d'Indochine dans mon dernier roman, mais que j'ai été obligé de me rendre sur la ligne Maginot pour un roman qui se déroulait pendant l'Exode. Bon, c'est peut-être que c'était moins loin. Prague, c'est un cas un peu à part. Je connais un petit peu la ville, mais l'action du roman se déroule en 59. J'ai décidé de m'y rendre quand je me suis rendu compte que je faisais évoluer mes personnages, non pas dans un Prague imaginaire, ça n'aurait pas été très grave, mais dans un Prague d'opérette, un Prague de carton-pâte. Et ça, je trouvais ça vraiment très gênant. Au retour, j'ai récompensé un peu les dégâts causés par le voyage en avion qui va m'y emporter en allant dans ma campagne pour soigner mes arbres. Voilà. Et on retrouvera Pierre Lemaitre demain pour le dernier épisode de ses nouvelles. Je voulais remercier un auditeur attentif, Alexandre Blom, qui nous invite à continuer ses nouvelles d'écrivains en nous proposant quelques noms. Blandine Rinkiel, Monica Sabolo ou Brigitte Giraud. Eh bien, c'est prévu, cher Alexandre, et merci de votre écoute. Qu'est-ce que vous faites, vous, Jean Rollin, quand vous n'écrivez pas comme Pierre Lemaitre ? Est-ce que vous êtes quand même toujours à l'affût ? Toujours à l'affût. D'une prochaine balade, d'un prochain sujet, d'un chant d'oiseau. Oui, à vrai dire, quand je... non, je fais quand même d'autres choses dans la vie, mais quand je n'écris pas, je suis quand même généralement en train de réfléchir à ce que je pourrais bien écrire par la suite. Donc c'est quand même ça qui rythme ma vie et qui l'occupe principalement. Pas exclusivement toutefois, mais principalement. Vous avez quand même du mal à vous tenir tranquille, à rester tranquille. Et c'est peut-être une bonne chose, puisque ça donne ce livre, La traversée de Bondoufle. Alors que nous sommes confinés, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire, vous décidez de chausser une fois encore, je ne sais pas, les crampons, de mettre votre gilet à poche et de partir en voyage, pas très loin, dans l'Essonne, avec cette traversée de Bondoufle que vous allez réaliser. Votre petit carnet aussi, qui va souvent d'ailleurs prêter à confusion pour les gens que vous allez croiser durant cette promenade en région parisienne, puisqu'ils vont vous prendre pour un inspecteur du confinement. Et vous partez donc à la découverte de ce territoire. Comment il a commencé ce voyage-là, Jean Rollin ? En fait, l'idée, c'était de faire de chercher tout autour de Paris, donc à une distance en général de 20-25 km du centre de cette ville, la limite entre la ville et la campagne. Voilà, par où passait cette limite entre la ville et la campagne, sachant que c'est une fiction, la limite ville-campagne. Enfin, ça n'est pas une ligne régulière qu'on pourrait suivre, même comme la ligne Maginot, vous évoquiez tout à l'heure. Elle est extraordinairement fracturée, irrégulière. Elle évolue aussi, généralement au détriment de la campagne, évidemment. Ou comme le littoral que vous aviez suivi. Pardon ? Ou comme le littoral que vous aviez suivi pour Terminal Frigo. C'est des zones qui sont effectivement beaucoup plus départagées Enfin, là, il y a tout de même entre la mer et la terre. Oui, là, il y a un début et une fin. Si vous voulez. Exactement. En fait, je commence à Aulnay-sous-Bois et je termine à Aulnay-sous-Bois. Entre-temps, j'ai quand même fait, bon an, mal an,
le tour de Paris en décrivant une espèce d'ellipse, quoi, mais une ellipse très, très irrégulière, hein, et en essayant toujours de me tenir, sinon exactement sur cette limite. Il y a des endroits où on peut, c'est généralement d'ailleurs dans des zones pavillonnaires, où il y a le pavillonnaire, et puis tout d'un coup il y a une rue, généralement rectiligne, et de l'autre côté il y a des champs de maïs, de blé, d'orge. Donc parfois on peut la suivre exactement. En général, on est obligé de tricher un peu. Mais enfin, c'est toujours ça l'idée. L'idée étant aussi de, bien entendu, c'est pas simplement de réaliser un exploit géographique qui d'ailleurs n'a aucun caractère d'exploit. C'est de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui caractérise cette limite, qu'est-ce qu'on trouve, quel genre d'activité, quel genre de personnes. Des personnes, on n'en voit pas beaucoup, on en voit quand même quelques-unes, on n'en voit pas énormément, puisqu'en plus j'ai profité, en effet, c'était je crois le second confinement, pas le premier terrible où on vous annonçait la mort tous les jours, hein, mais le second qui était quand même un peu plus souple, et là je m'étais fait établir par mon éditeur un grand parchemin affirmant que je recueillais les matériaux d'un livre. Mais enfin, j'ai quand même lu une fois ou deux, j'ai évité une fois un barrage de gendarmerie qui m'était probablement pas destiné, mais enfin, on ne sait jamais, je me suis réfugié dans une cour de ferme, voilà, bon bref, donc il y a quelques péripéties, pas très dramatiques. Voilà, vous étiez quand même suspect et c'est naturel et quel écrivain ou quelle personne ne serait pas suspecté d'aller tout à coup se balader à Bondoufle. Alors pardon, mais Bondoufle, j'ai même du mal à le dire, vous le connaissiez avant ? Non, je ne connaissais pas Bondoufle. Je dis Bondoufle, je l'ai choisi un peu par hasard, hein, parce que ça n'est qu'un des points de cette trajectoire. Diati Diallo, Bondoufle, vous connaissiez de nom ? Non, du tout. Ça fait vraiment conte, en fait. Moi, je me suis dit, mais j'étais C'est sur le très RERD, il étonnée. faut le dire. Oui, C'est non, mais- presque au bout du RERD. Moi, je connais Bon, bien. alors, et comment s'appellent les habitants de Bondoufle ? Les Bondouflets, D'accord, bon. les Bondouflaises. En En tout cas, Catinabouti. ils sont très accueillants, genre, puisqu'à l'entrée de Bondoufle, il y a un mât avec suspendu des corbeilles pleines de pétunias, et on vous souhaite bienvenue à Bondoufle. Alors, Et pareil quand on sort de... Bondoufle. Mais autrement, c'est du pavillonnaire. Enfin, si vous voulez, Oui. c'est pas très marquant, quoi. On ne tournerait pas un thriller, encore que d'ailleurs. En tout cas, c'est pas une ville de fiction, c'est bien, Bondoufle existe bel et bien, à 27 km au sud-est de Paris, dans l'Essonne. Et est-ce que vous avez trouvé à Bondoufle toutes les promesses que ce nom évoque ? Diati Diallo nous disait ça ressemble à un conte de fées. Alors est-ce que c'est le cas une fois qu'on y est à Bondoufle ? Non, ça n'a rien de féerique. Non. Je ne sais pas exactement comment le définir. Puis de toute façon, je pense que les habitants de Bondoufle, le maire de Bondoufle, etc., vont élever des protestations. Quoi que je dise, ils élèveront des protestations. Mais je pense que c'est du pavillonnaire de milieu ou de haut de gamme. Voilà. Pour ce qui est de l'habitat, hein. Mais si vous regardez par exemple sur Google Earth, hein, vous verrez qu'il y a énormément, enfin je ne dis pas ça les malheureux, j'ai l'impression maintenant de les dénoncer, puisque c'est très mal vu, mais il y a beaucoup de piscines, des petites piscines, hein, pas des grandes, hein, rien qui insulte la misère, mais il y a beaucoup de petites piscines, et ça c'est le périmètre habité. À côté de ça, vous avez une zone d'activité qui est assez considérable, bon, Mais- avec des tas de trucs, la caractéristique justement de cette limite ville-campagne, c'est des plateformes logistiques, des grandes surfaces, et ainsi de suite. Voilà. Tribunal. On plaisante, mais pour Il y a un les, golf aussi. pour les Bondouflois, c'est quand même quelque chose de tout à coup voir leur ville donner son titre à un livre qui paraît en plus chez POL. Oui. Pourquoi donner une existence littéraire à cette ville, sérieusement, Jean Rollin, voire une existence tout court ? Et parce qu'il fallait bien trouver un titre, d'une part. J'allais pas appeler ça le Tour de Paris, j'allais pas appeler ça la limite ville-campagne, j'allais pas. Et j'ai choisi. Bon, je revendique quand même d'écrire sur des choses assez, non pas certes insignifiantes, mais assez mineures. Bon. Vous revendiquez Et- généralement d'écrire le réel. Oui, bien sûr, le réel, mais pas un réel très spectaculaire. Et je trouvais que là, il fallait que je choisisse un point quelconque sur cet itinéraire. Et Bondoufle me convenait parce que, bon, c'est un endroit sympathique, hein, Bondoufle, mais le nom me plaisait parce que, bon, peut-être oserais-je dire même qu'il a quelque chose d'un tout petit peu ridicule. Il a quelque chose de joyeux à la fois. Bon, oui, c'est comme un nom de nain de Blanche-Neige. Enfin, c'est pas, il y a un truc comme ça, quoi. Voilà, ça n'incite pas trop au sérieux, quoi. Alors quel réel vous cherchez à écrire aussi, Jean Rollin ? Est-ce qu'on peut dire que ces lieux que vous nous racontez, que vous décrivez, que vous arpentez pour ce récit sont a priori des lieux sans visage et que vous cherchez à leur donner forme, apparence, a priori aussi des lieux sans mémoire et que vous cherchez à leur donner une histoire ?
Oui, enfin, il n'y a pas de lieu sans mémoire. Enfin, il y en a très peu. Bon, peut-être en plein milieu d'un champ de maïs, on peut considérer qu'il n'y a pas de mémoire. Mais non, d'une part, je tenais moi-même à. Je veux dire, j'avais été, comment dire, il y a deux sites, deux endroits qui sont à l'origine de ce projet. Le premier, c'est le segment du RER entre Sarcelles-Garges, station, et au-delà, Tremblay-les-Gonesse, oui, Gonesse-Arnouville. Et entre ces deux stations de RER, on traverse un espace qui est presque, en apparence, en tout cas un espace rural. C'est-à-dire que sur la droite, il y a des champs, enfin des prairies, avec des vaches qui paissent. Moi, c'est tout de même assez étonnant, je veux dire, juste à la sortie de Garges-les-Gonesse, de tomber sur ces vaches en pâture. Et de l'autre, il y a un truc alors encore plus marrant, et très intéressant, que je n'ai exploré d'ailleurs qu'imparfaitement, c'est sur un terrain qui a été retourné, j'imagine, pour prévenir l'installation de squatteurs. Des gens qui se trouvent être, alors ça je l'ai découvert progressivement, presque tous originaires des îles du Cap-Vert. Alors pourquoi c'est des Cap-Verdiens qui ont colonisé cet espace? Mais en tout cas de ce truc absolument rebutant, j'aurais certainement appelé d'ailleurs à disparaître un jour ou l'autre, ils ont fait des petits jardins formidables. Des petits jardins. Alors, il faut pousser énormément de haricots parce que c'est la base de la feijoade et que la feijoade est un aliment particulièrement apprécié des Cap-Verdiens. Mais enfin, donc, il y a des petits jardins comme des jardins ouvriers, si vous voulez. Mais pas du tout, comment dire, en fait, parfaitement spontanés. Et donc, ça crée un espace qui est très joli en saison, qui est très surprenant, d'autant plus qu'il est à peu près désert en semaine, puisqu'il n'y a guère que pendant le week-end que les gens viennent y travailler. Et donc ça c'est un des premiers trucs qui m'est donné l'idée de ce récit. Et le deuxième, c'est toutes les embrouilles qu'il y a eu autour ce truc délirant là qu'on devait Europa 2000, le machin qu'on devait installer. Dans les projets de Grand Paris aussi, Oui, qui se sont montés. Le triangle de Gonesse. Voilà. Le triangle de Gonesse. Et du coup, j'ai été explorer aussi le triangle de Gonesse. Donc, c'est des endroits qui ne sont pas directement accessibles par les transports en commun. Donc, et d'ailleurs, moi, ça m'intéresse parce qu'il faut marcher après pour les trouver. Et là, par exemple, le triangle de Gonesse, c'est un truc, c'est rien, mais si, c'est des champs quand même que vous atteignez après avoir traversé Aulnay-sous-Bois et laissé sur votre droite les friches de l'énorme usine Citroën qu'il y a eu là pendant des années, etc. Voilà, donc on est tout de suite dans la pluralité de ce sujet, la pluralité des environnements qu'on traverse, qu'on côtoie. Mais j'insiste quand même, parce que Villeparisis, Gonesse, Cergy, Auvers-sur-Oise, tous ces lieux que vous avez déjà cités ou évoqués, Jean Rollin souvent, et ça nous ramène aussi à ce qu'évoque à travers son roman Diati Diallo, sont quand même des lieux assez désincarné, hein. On en parle dans les médias quand il y a des violences policières, une panne de RER ou de train, ou alors ce vaste projet que vous avez évoqué concernant Gonesse, mais on n'y voit pas les hommes, les femmes qui peuplent ces lieux, qui les habitent, et la mémoire qui peut se retrouver d'ailleurs dans pas grand-chose, dans une église comme celle d'Auvers-sur-Oise, avec le passage et la trace de Van Gogh, dans un château comme celui des Couans, dans une ZAD, une forêt, un camp de Rome, un édifice militaire, une ferme avec ses slogans, des légumes, pas du bitume, que vous avez croisé, Jean Rollin, tout au fil de votre parcours et de votre balade. Le dehors guérit, disait Stevenson, et on sent qu'avec vous, il y a beaucoup de ça. Mais Sébastien Thème est là, et il a décidé d'ouvrir une nouvelle page dans cette conversation. On continue de déambuler dans la ville grâce à l'écrivain Paco Mtielman, qui publie en cette rentrée Paris des profondeurs, qui s'ouvre sur une citation de Victor Hugo, qui regarde au fond de Paris, a le vertige, un livre donc comme une balade littéraire à la recherche d'écrivains qui hantent encore la capitale. Un livre agrémenté de photos prises par l'auteur avec son téléphone portable. On lui a donc demandé de nous décrire une des rues présentes dans son texte. Il s'est rendu sur l'île Saint-Denis, rue Le Regrattier, anciennement appelée rue de la Femme sans tête, où le poète Charles Baudelaire a logé avec sa muse et amante, Jeanne, la femme sans nom. Bonjour, le fait de parler comme ça à mon téléphone me donne toujours l'impression d'être un agent du FBI dans un film de David Lynch avec son dictaphone. Baudelaire en fait a commencé, on va dire, son grand parcours parisien en spirale dans l'île Saint-Louis. Il a vécu ses plus belles années dans 2 appartements successifs avant d'aller d'appartements de plus en plus misérables jusqu'à un appartement rue Saint-Lazare avant de partir à Bruxelles. Et là c'est la fin de son histoire.
En quoi est-ce que cette rue et surtout cette statue de la femme sans tête est représentative de mon livre, le livre que j'ai écrit qui s'appelle Paris des profondeurs? Eh bien parce que dans chaque lieu, il y a une coexistence d'éléments symboliques, d'un folklore étrange, énigmatique parisien, de récits de poètes et de récits historiques, et pour la plupart des gens comme pour moi, de récits personnels. Voilà, le livre de Paco Mitialman, Paris des profondeurs, est publié au Seuil. Jean Rollin, comment un écrivain, une écrivaine façonne une ville, la transforme, la sublime? Je précise que c'est quand même mieux de se sentir ou de ressentir comme un agent du FBI devant son dictaphone que comme un inspecteur du confinement, hein, pour Jean Dans le Rollin, RER tel pour qu'il a été Bondoufle. perçu oui, pour Bondoufle. Oui, enfin, de toute manière, c'est toujours assez problématique et même quelquefois assez dangereux de sortir un carnet et un crayon dans des endroits qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. C'est-à-dire, ça peut prêter à malentendu, ce que d'ailleurs je conçois. Hein. Mais ça peut permettre d'ouvrir la conversation, ça peut permettre la Oui, discussion mais enfin aussi, là, hein. je m'y étais mal pris. Oui. C'est-à-dire que Bon, pardon, Sébastien avait une question très sérieuse. Oui, que J'ai coupé la chic. On a oublié du coup. Oui, que j'ai oublié d'ailleurs. Comment un la écrivain question. façonne la ville? Je ne façonne pas la ville, je l'observe. Hein. Alors, je façonne des itinéraires, dans ou plutôt autour de la ville d'ailleurs. Mais la ville elle-même, elle ne m'attend pas, elle ne m'a pas attendu pour se façonner. Bondoufle ne changera pas après la traversée de Bondoufle. Non, je le crains, non. Qui sait? On peut Qui tout sait espérer, mais Je pense que c'est peu probable. les piscines vont être masquées. Désormais, elles vont être chapeautées. Qu'est-ce que vous avez aimé? Parce que vous vous êtes lus l'un et l'autre. Hein. J'aurais pu dire qu'est-ce que vous avez détesté, mais plutôt qu'est-ce que vous avez aimé dans les livres l'un de l'autre? Jean Rollin, sur le livre de Diati Diallo. Mais écoutez, bien évidemment, de toute façon, nos deux livres ne parlent pas du tout de la même chose. Et il est manifeste, enfin en tout cas pour moi, on part de prémices idéologiques ou politiques complètement différentes. Je ne partage absolument pas la radicalité. Mais en revanche, j'ai trouvé ce livre extrêmement beau. Enfin, j'ai trouvé ce livre extrêmement vigoureux. J'ai été frappé par l'originalité de la langue. Parce que c'est d'une manière générale extrêmement difficile d'intégrer justement des éléments d'une langue inconnue du grand public. Et j'ai trouvé, je ne partage pas votre radicalité, mais je suis en parfait accord avec votre refus de vous expliquer ou de faire un lexique des mots que les gens, disons, du centre-ville sont supposés ne pas comprendre. Je trouve très bien. D'abord, il y en a quand même beaucoup qu'on connaît, et de toute façon, on peut faire un effort pour les autres. Mais la pluralité de points de vue, c'est ça qui est beau entre vos deux parfaitement. livres. Oui, et c'est pour ça que j'invite les oui. auditeurs à les lire les deux dans le sens qu'ils souhaitent. Diati Diallo, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas le même point de vue, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez lu Jean Rollin? Est-ce que vous Vous avez apprécié cette traversée? Le titre, je ne m'attendais pas du tout à trouver un tel contenu. C'est vrai qu'en plus, les quatrièmes de couverture de POL sont souvent assez énigmatiques. J'aime beaucoup ça aussi, ça permet vraiment en plus de... Je la lis. Car à vrai dire, en cette chaude journée parmi les premières du mois de septembre, il n'y a guère que moi à traîner sans raison dans les parages. C'est la quatrième de couverture. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui résidait dans les détails. En fait, c'est vraiment une espèce de collecte de détails comme ça, des lapins au tout début. Et puis, en fait, il y a beaucoup toute une question de la végétation aussi qui, moi, m'a beaucoup intéressée. En fait, j'avais écrit énormément de passages sur ça qui, en fait, sont pas restés parce qu'ils n'étaient pas pertinents. Et j'ai vraiment aimé, en fait, comme on parcourt, justement, quasiment millimètre par millimètre, de manière méthodique, des endroits qui sont, en fait, les endroits mis au banc, d'endroits mis au banc, en fait. Et qui sont occupés en fait d'une toute autre manière et sur lesquels en fait on se projette même pas tellement. Au final, cette campagne à Paris, c'est vraiment, enfin pas la campagne à Paris dans le 20e, mais la campagne derrière Paris. Au final, c'est pas des choses, on n'est pas sur des endroits reclus, on est vraiment sur autre chose quoi, qui en attente de qualification, ou je sais pas, mais en tout cas, ouais, moi c'est ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est d'aller parcourir, arpenter avec le corps, comme si le corps était une mesure, et ça m'a vachement fait penser à Orlan d'ailleurs sur mon corps et cette mesure, et c'est avec celui-là que je vais en fait collecter toutes ces choses qui font le temps et l'espace. Lisez ces deux promeneurs dans la ville que sont Diati Diallo, 2 secondes d'air qui brûle, roman qui vient de paraître au Seuil, et Jean Rollin, La traversée de Bondoufle chez POL. Merci beaucoup à tous les deux. Jean Rollin, Merci. on vous retrouvera à Nancy pour le festival Livre sur la place. Ce sera dimanche, je crois, pour explorer justement avec d'autres cette écriture des territoires. Merci à tous les deux. 13h26, on retrouve notre camarade Charles Dantzig.
La Méditerranée littéraire, aujourd'hui. Bonjour Charles Dantzig. Bonjour Olivia. Un mot, étrusque. Olivia, le prix des appartements augmente. Les crédits immobiliers deviennent de plus en plus coûteux. Nous vivons dans des appartements de plus en plus petits. Les tables basses rétrécissent donc. Est-ce en prévision de ce dérèglement esthétique qui s'ajoute au dérèglement climatique que le format des livres d'art diminue ? Tenez, le volume des Étrusques dans la collection L'univers des formes chez Gallimard. Il donne envie de retrouver cette civilisation. On en connaît peu de choses. Au musée de Voltaire, en Toscane, on trouve la confirmation que les sculptures de Giacometti ont été inventées par les Étrusques. Vous voyez ces statuettes d'il y a 25 ou 26 siècles qui ont l'air d'allumettes brûlées. Le plus admirable, c'est le musée national étrusque de la Via Giulia à Rome. Remarquons au passage la stupidité du nationalisme qui nomme un lieu national étrusque. C'est un peu comme si on disait national berrichon, n'est-ce pas ? Cette petite maison comprend 2 étages de sculptures et de sarcophages de l'art si gracieux des Étrusques. Je dirais que c'est le seul art bouddhique d'Occident. Ces hommes et ces femmes à demi allongés côte à côte, déhanchés, qui donnent à la mort l'air d'un banquet lent. Et surtout, ils sourient. Des représentations de mort en train de sourire. La mort, la plupart du temps, appelle la gravité. Eh bien, les Étrusques l'abordaient en souriant. Cela me rappelle cette observation géniale de je ne sais plus qui, nos auditeurs m'aideront à retrouver. Puisque nous naissons en pleurant, nous devrions mourir en riant. L'interprétation de la mort, c'est un arbitraire total, puisque nous ne savons rien de ce qui la suit. Elle révèle plutôt l'état d'esprit de ceux qui la représentent. Que nous sommes pompeux comparés aux Étrusques. Nous savons qu'il permettait aux femmes d'assister au banquet en présence des hommes, ce qui au même moment n'existait pas à Rome et pas davantage en Grèce. En Grèce même, les femmes étaient passibles de la peine de mort si elles assistaient aux Jeux olympiques, car les mâles y concouraient nus. La souplesse morale des Étrusques ne pouvait que passionner un écrivain comme D.H. Lawrence, qui a écrit d'excellentes promenades étrusques. D.H. Lawrence, oui, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, l'écrivain pour qui la sexualité était une chose sérieuse. Sérieux ne veut pas dire grave. Dans son livre, il dit, et je crois que je pourrais dire comme lui, « Dès que j'aperçus des objets étrusques au musée, je fus instinctivement attiré par eux. Et comment ne pas l'être ?» Promenades étrusques s'ouvre par une magnifique phrase, un magnifique sarcasme. Nul n'ignore que les Étrusques étaient le peuple qui occupait le centre de l'Italie au temps des premiers Romains et que ceux-ci, toujours bons voisins, les exterminèrent jusqu'au dernier afin d'étendre leur conquête et de pouvoir écrire le nom de Rome en très gros caractères dans le plus grand espace possible. Que reste-t-il des Étrusques, ces sarcophages ornés dont les personnages sourient ? Et c'est ce sourire qui rend leur art si délicieux. Non qu'il faille en conclure qu'ils étaient des anges. Le Cambodge est un pays d'art souriant et c'est aussi celui de Pol Pot. Merci Charles Dantzig, à demain. Merci à Oriane Delacroix et Didier Pinault pour cette émission, celle d'aujourd'hui. Et demain, Sébastien Thème. Demain, on s'interroge sur le pouvoir de la lecture avec Peter Zandi et Alice Zeniter. Et pour les auditrices et auditeurs, on vous soumet une citation de Victor Hugo, encore lui. Dans ses proses philosophiques, il écrit « Vous vous sentez tiré par le livre et ne vous lâchera qu'après avoir donné une façon à votre esprit. Quelquefois, les lecteurs sortent du livre tout à fait transformés. Et vous, quel livre a eu cet effet ? Hashtag Hashtag Book Club Culture.